L'enfance est censée être un temps de sécurité, une forteresse bâtie par la présence constante et rassurante de ses parents. Ma forteresse, une vieille ferme tentaculaire à la périphérie de Bellingham, dans l'État de Washington, avait une fissure dans ses fondations dès le départ. Ce n'était pas un défaut structurel que l'on pouvait montrer du doigt. C'était une sensation, une rumeur basse et permanente de malaise qui flottait dans l'air, aussi tangible pour moi que l'odeur de pin et de terre humide qui s'accrochait à la propriété. La première fois que j'en ai vu un, j'avais 7 ans. Je m'étais réveillée, assoiffée, l'horloge digitale sur ma table de chevet projetant une lueur rouge sang à 3h18. Ma porte restait toujours entr'ouverte, une concession à une peur enfantine de l'obscurité qui me semble maintenant un amer paradoxe. Dans cette fente d'obscurité du couloir, un homme se tenait là, plus grand que mon père, une silhouette découpée dans un noir plus profond que la nuit alentour. Il n'avait pas de visage, pas de vêtements, aucun détail, juste un vide solide en forme d'homme. Il restait parfaitement immobile, la tête inclinée, me regardant. Mon souffle se figea dans mes poumons. Ma vessie se réchauffa dangereusement. Je ne pouvais pas crier. Je ne pouvais pas bouger. Je me contentais de le fixer, prisonnier silencieux et terrifié dans mon propre lit. Après une éternité, je fermai les yeux en comptant jusqu'à 10 avec la dévotion frénétique d'une prière. Quand je les rouvris, le couloir était vide. Je passai le reste de la nuit en boule, les couvertures tirées sur ma tête, tremblant et en sueur. Le matin, je me persuadai que ce n'était qu'un rêve. Mais les apparitions continuèrent, toujours périphériques, toujours fugitives. Une ombre noire filant devant l'encadrement du salon. Une silhouette grande et mince au bout du couloir, disparaissant dès que l'on tournait la tête pour la regarder. Je commençai à les appeler les lueurs, un nom enfantin pour quelque chose qui inspirait une terreur primordiale, adulte. Mes parents remarquèrent tôt mon changement. J'étais nerveux, réticent à monter seul à l'étage, mes yeux scrutant constamment les coins des pièces. Ma mère, appelons-la Sarah, me trouvait parfois endormie avec la lumière allumée, mon petit corps replié sur lui-même. Quand elle me demandait ce qui n'allait pas, je marmonnais des histoires de mauvais rêves. J'avais peur qu'énoncer les mots à haute voix. Il y a un grand homme noir qui me regarde la nuit, ne les rende plus réels, ou pire, ne fasse croire à mes parents que j'étais fou. La terreur s'accentua l'été de mes 9 ans. Tout commença avec des chuchotements, un souffle bas, grésillant, comme une télévision sur une chaîne morte, semblant provenir des murs eux-mêmes, surtout dans le couloir de l'étage. Un son juste sous le seuil de l'audition, un murmure sibilant qui donnait l'impression d'insectes rampant dans mon crâne. Je collai mon oreille à la porte de ma chambre, le cœur battant, essayant de deviner si ce n'était que la vieille maison qui se tordait ou autre chose. Mais ce son avait un rythme, une cadence qui imitait la parole. C'était le son du silence ici, et il s'amplifiait. Une nuit, la peur devint une expérience partagée. Allongée dans mon lit, paralysée par cette terreur viscérale familière, convaincue qu'une lueur se tenait juste devant ma porte, j'entendis la porte de la chambre de mes parents s'ouvrir dans le couloir. Les pas lourds de mon père, appelons-le David, s'arrêtèrent juste devant ma chambre. Je retins mon souffle, attendant qu'il vienne vérifier. Au lieu de cela, sa voix résonna, basse et tendue. « Sarah, viens ici. » Quelques instants plus tard, les pas plus légers de ma mère se joignirent aux siens. Je sortis doucement du lit et pressai mon œil contre la fente de la porte. Ils étaient au bout du couloir, silhouettés par la veilleuse de la salle de bain, tous deux fixant la chambre de ma petite sœur. La posture de mon père était rigide, les mains crispées le long du corps. « Tu l'as vu ?» murmura ma mère, la voix tremblante. « Une ombre » répondit mon père d'une voix grave, juste au-dessus de son berceau, une seconde à peine. Une certitude glaciale me traversa. Je n'étais pas seule. Il les avait tués aussi. Ce savoir fut à la fois un soulagement et une confirmation terrifiante. Notre maison était malade. Les semaines suivantes furent une descente silencieuse, partagée dans la tension. La règle implicite était violée, nous savions tous,
mais personne n'en parlait directement. L'atmosphère dans la maison devint lourde, épaisse. Mon père, ingénieur pragmatique, vérifiait désormais les serrures des fenêtres 3 fois par nuit. Ma mère brûlait de la sauge achetée dans une boutique locale, sa fumée âcre masquant à peine le froid sous-jacent qui avait élu domicile dans la maison. Nous passions plus de temps ensemble dans le salon, unis dans une boule de peur sur le canapé, le volume de la télévision trop fort pour couvrir le murmure des murs. Le point de rupture arriva une nuit d'octobre, sous une tempête violente. Le vent hurlait autour de la maison, secouant les fenêtres dans leur cadre. L'électricité vacilla, mourut, nous plongeant dans une obscurité oppressante, seulement troublée par les éclairs frénétiques. Mon père alluma quelques lampes à pétrole, projetant de longues ombres dansantes qui faisaient battre mon cœur. Chaque grincement de la vieille maison, chaque plainte du vent, semblait être un pas, un souffle. Nous étions tous blottis dans le salon, enveloppés dans des couvertures, quand nous l'entendîmes. Du haut de l'escalier, un bruit lourd et distinct, puis un autre, le son d'un pas sur la dernière marche. Ma mère étouffa un cri, serrant ma sœur contre elle. Mon père se leva, le visage dur dans la lumière des lampes. Il saisit le tisonnier en métal du foyer. Les pas commencèrent à descendre. Lents, délibérés, lourds, grincement, tude, grincement, tude. Ils descendaient. Le murmure statique dans les murs se transforma en un bourdonnement chaotique et furieux qui semblait vibrer à travers le plancher. La température dans la pièce chuta. Notre souffle formait des nuages dans la lumière des lampes. Mon père se tint au pied de l'escalier, le tisonnier serré dans une main blanche, face à l'obscurité de la cage d'escalier. Je voyais la peur dans ses épaules, mais aussi une colère protectrice brute. Il était prêt à affronter une ombre pour protéger sa famille. Les pas atteignirent la dernière marche. Ils s'arrêtèrent. Le bourdonnement statique atteignit un crescendo assourdissant, une pression physique dans mes oreilles. Dans l'arc qui menait du hall d'entrée au salon, apparut la grande lueur, plus solide que jamais, une tache tridimensionnelle de néant qui semblait absorber la lumière des lampes. Elle se tenait là, face à mon père, la tête sans visage incliné. Mon père ne bougea pas le tisonnier. Il ne cria pas. Il resta simplement, solide, respirant, face au vide. L'affrontement sembla durer des heures, la tempête faisant rage dehors, le statique hurlant à l'intérieur. Je regardais mon père, mon héros, prêt à combattre un cauchemar devenu réel. Puis quelque chose changea dans sa posture. Son attitude agressive se fit plus douce. La fureur dans ses yeux céda à une tristesse profonde et silencieuse. Il abaissa lentement le tisonnier, la pointe métallique claquant doucement sur le parquet. Il fit un pas en avant. « Ceci est notre maison, dit-il, la voix calme mais ferme, dépourvue de la colère que j'attendais. Vous n'avez pas droit à cet espace, vous n'avez pas droit à ma famille. » Il ne nous parlait pas, il s'adressait à la chose dans l'arc. Un silence profond tomba. Le murmure statique s'interrompit instantanément, comme si un interrupteur avait été déclenché. La pression oppressante disparut. La lueur ne s'estompa pas, ne recula pas. Elle cessa simplement d'être là. Un instant, elle était un fait terrifiant dans notre salon. L'instant d'après, un simple arc vide. La tempête dehors sembla s'apaiser. Les lampes à pétrole brûlaient régulièrement. Leur lumière maintenant chaude et rassurante plutôt que faible et craintive. Le froid pénétrant se dissipa, remplacé par la fraîcheur normale d'une maison sans électricité, par une nuit d'automne. Mon père se tourna vers nous. Son visage était pâle mais calme. Il retourna s'asseoir sur le canapé, posa le tisonnier sur le foyer et nous enlaça, ma mère sanglotant silencieusement de soulagement, ma sœur et moi blottis contre lui. Nous restâmes ainsi longtemps, écoutant le vent s'apaiser et la pluie tomber doucement sur le toit. Les lueurs ne revinrent jamais. Les murmures statiques ne revinrent jamais. Le froid dans le couloir de l'étage n'était plus qu'un courant d'air. Mon père ne parla jamais de cette nuit,
et nous n'eûmes jamais besoin de l'interroger. L'action avait été le langage, et le dénouement la vérité. Nous avions repris notre maison, non par la violence, ni par des rituels, ni par la peur, mais par une simple et courageuse affirmation de notre droit. La fissure dans la forteresse de mon enfance avait été refermée, non en ignorant l'obscurité, mais parce que mon père s'était tenu devant elle et avait prononcé une vérité simple et indéniable. Nous appartenions à cette maison. Elle, non. Et dans cette compréhension silencieuse et puissante, nous trouvâmes une paix plus profonde et plus sûre que jamais. La maison n'était plus qu'une maison, ses bruits redevenus de simples bruits de vieux planchers qui se posent.